Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube Ibou. On a décidé de faire un nouveau format qui fait suite à notre live qu'on a fait la semaine dernière exclusivement pour nos abonnés, pour tous nos abonnés. On a fait un super live où on a parlé de macroéconomie, on a essayé de débattre avec les abonnés, tout ça, c'était vraiment passionnant. Et suite à ce live-là, on s'est dit que ce serait intéressant de sortir une vidéo un peu plus spontanée sur YouTube avec Guillaume Rouvier qui répond à 2-3 de vos questions sur YouTube. Donc voilà, si ce format fonctionne, le but ce serait que vous posiez vos questions en commentaire de cette vidéo après, et moi je les poserai à Guillaume Rouvier pour la prochaine vidéo. Voilà, faire un suivi hibou de la crise. Exactement, un suivi de l'actualité macroéconomique de la crise. Après, vous savez, tout ce qui est micro et tout ça, c'est pour nos abonnés, et on en fait des lives et plein d'autres choses pour nos abonnés. Guillaume, une première question assez globale. Concrètement, voilà, on a parlé la semaine dernière de ce qui se passait en Ukraine, en Russie, de géopolitique, de macroéconomie. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où en est-on? Alors, c'est la vision hibou, hein, ce qu'on voit avec les informations que nous arrivons à glaner, parce que bien entendu, c'est important de voir l'évolution de la crise pour comprendre ses répercussions sur les marchés financiers. Alors, bien entendu, d'abord, pour ceux qui ne sont pas abonnés, on est très très touchés par ce qui arrive pour l'Ukraine, c'est un drame humain. Ce qui est quand même assez frappant, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas la première agression de la Russie, parce qu'il y a eu une agression en Géorgie, il y a eu la Crimée, donc voilà, c'est un peu... ça veut dire que cette fois vraiment, on a l'impression que la Russie a été un cran trop loin. Et à mon avis, il faut bien avoir ça en tête, parce que dans les réactions internationales, ça va jouer. Alors, l'impression qu'on a, c'est que on a l'impression que c'est plus compliqué pour les Russes que ce qu'ils pensaient. On a l'impression qu'il y a une forme d'enlisement. D'après ce qu'on peut lire, il y a eu beaucoup de pertes pour les Russes, à la fois en matériel et en hommes. C'était inattendu. Je pense qu'ils s'attendaient à une campagne un peu victorieuse, un peu comme ce qui s'était passé quand ils avaient conquis la Crimée, quelque chose de rapide. Et ils se heurtent à une forte résistance. On a une stratégie ukrainienne qui semble avoir trois particularités. La première, c'est qu'on va défendre les villes. Donc, ils se préparent à une bataille dans les villes. C'est très très compliqué de conquérir une ville parce que chaque maison devient un lieu où on peut se mettre en embuscade. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens ont des armes, que la communauté européenne, les États-Unis, l'Angleterre leur fournissent des armes modernes, donc qui sont capables de faire des dégâts assez importants à la fois sur les chars, sur les avions, sur les fantassins. Et donc, la perspective d'une guérilla urbaine, à mon avis, c'est très compliqué pour les Russes. L'autre point de la stratégie ukrainienne qui semble se dessiner, c'est qu'ils s'attaquent à la logistique. Ils ne s'attaquent pas frontalement aux troupes russes, ils s'attaquent au point faible des troupes russes, qui est la logistique. Alors même qu'on est en train d'entrer dans le fameux printemps russe, qu'on connaît dans l'histoire, auquel s'étaient heurtées déjà les troupes allemandes, c'est-à-dire un moment où c'est la fonte des neiges, les pluies, et donc il y a énormément de boue, donc c'est compliqué, ça rend tout compliqué, dont la logistique, et si en plus ces Ukrainiens s'attaquent avec intelligence à la logistique, c'est compliqué pour les Russes, et il semblerait qu'ils aient des problèmes de munitions, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu une guerre rapide, et finalement c'est plus long qu'attendu. Et donc, comme on consomme beaucoup de munitions dans la guerre moderne, il semblerait qu'il commence à y avoir un problème de munitions. Et puis, troisième particularité ukrainienne, c'est qu'ils font des attaques non pas organisées, mais aléatoires. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être que c'est stratégique, il semblerait qu'il y ait eu des stratèges qui aient conseillé ce genre de stratégie. Mais ce n'est pas sûr que ce soit stratégique, c'est peut-être simplement dû au fait qu'un problème d'organisation interne de l'armée ukrainienne. Il semblerait donc qu'il y ait des attaques à droite, à gauche, un point A, un point C,
tout à fait imprévisible et très difficile à gérer pour les Russes. Donc pour ces raisons, on a l'impression, c'est ce qu'on peut dire dans la presse, qu'il y a un peu un changement des objectifs des Russes. On a l'impression chez Hibou que les Russes ne seraient pas mécontents de sortir, de trouver une issue au conflit par une espèce de cessez-le-feu, etc. Bon. Donc voilà un peu où on en est, supériorité russe, mais qui a du mal à s'affirmer. Voilà. Et donc ça peut donner à la fois une issue rapide à la crise, c'est-à-dire les Ukrainiens disant bon allez, on abandonne le Donbass, on abandonne la Crimée, mais on veut être sécurisé pour le reste, et les Russes acceptant ce type de proposition, mais du fait du caractère récidiviste de la Russie dans son agression, c'est pas sûr que tant l'Ukraine que la communauté internationale acceptent un repli aussi rapide. Voilà. Et donc il existe toujours un risque d'engrenage, c'est-à-dire que les Russes soient pris dans une bataille plus longue que ce qu'ils auraient estimé devoir être, et qu'à ce moment-là, ils disent aux Occidentaux, bon, ben, écoutez, oui, mais c'est plus long parce que vous donnez des armes aux Ukrainiens. Donc finalement, qui est un engrenage, une montée d'un cran de la menace russe. Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue ces points, ces différents points. Et ce qui fait que ce que nous pensons chez Hibou, c'est que bon, ça reste imprévisible. Voilà. C'est compliqué. Il faut regarder, on va faire un suivi, je pense, mais au stade où on est, c'est compliqué. Et c'est tout aussi compliqué sur les marchés boursiers, donc. Oui, parce que les marchés boursiers, ils alternent entre la peur et puis des moments où ils disent « Ah oui, mais finalement, les Russes, c'est plus compliqué pour eux que prévu. Ah oui, mais sur le front pétrolier, peut-être que l'Europe ne va pas couper les ponts, etc. » Et donc, voilà, les marchés sont un peu perdus, donc ils baissent, ils remontent, ils baissent, ils remontent, voilà. C'est imprévisible. Et en termes de matières premières sur le front pétrolier et gazier, il se passe quoi concrètement en ce moment? C'est un peu le bazar quand même. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que la Russie et l'Ukraine, d'abord, c'est très important sur le plan agricole. D'après ce qu'on a pu lire, c'est pas loin d'un tiers des exportations mondiales de blé, d'orge, c'est très important dans le maïs également. Bon, alors il faut savoir qu'il y a toute une partie du monde qui a absolument besoin de blé, comme on pense à l'Égypte, pour un premier importateur mondial de blé. Voilà, donc ça fait flamber le cours du blé, et puis ça fait peser un doute sur la possibilité d'approvisionner toute la population mondiale dans ces matières premières agricoles essentielles. Donc c'est très compliqué. Évidemment, c'est un levier pour les Russes parce que on peut se passer de rouler en voiture, on ne peut pas se passer de manger. Donc, s'ils veulent sortir du conflit, trouver une issue, il faut avoir ça en tête, c'est un levier pour eux. Donc, c'est une possibilité pour eux de sortir assez vite du conflit, parce que la communauté internationale est bien consciente que voilà, le plan agricole, c'est compliqué. Et puis, il y a le plan du pétrole et du gaz. Enfin, bon, il y a d'autres matières premières, il y a des terres rares, il y a toutes sortes de choses. Voilà, ça, on domine mal chez Hibou, parce que c'est compliqué de voir les chaînes d'approvisionnement, etc. En tous les cas, le pétrole et le gaz, c'est assez clair. L'approvisionnement en gaz de l'Europe par la Russie est très important pour des pays notamment comme l'Allemagne, l'Italie, etc. Bon, donc ça va être compliqué de remplacer le gaz. Maintenant, on est à la fin de l'hiver, donc on a à peu près un an pour se retourner. On peut imaginer qu'il y ait des solutions de substitution également. Les Allemands parlent beaucoup de remettre en route leurs mines de charbon. Ils ont des gisements de charbon tout à fait considérables. Voilà, on peut imaginer on a un an pour faire des stocks, on peut imaginer faire des stocks de gaz naturel liquéfié. Mais bon, quelles sont les capacités de production mondiales, d'augmentation de la production? C'est pas sûr qu'elles soient très importantes. Ce ne sera pas en un an. Ben, c'est compliqué à savoir. En tous les cas,
et sur le plan pétrolier, les exploitations russes, c'est pas tout à fait clair, mais disons que c'est vers le monde occidental entre 4 et 6 millions de barils de jour. Suivant ce qu'on a lu, on en dit 5, d'autres 4, d'autres 6, bon, allez, entre 4 et 6. Donc c'est tout de même assez important. Est-ce qu'on peut les remplacer? Il y a l'Iran. On est en train de trouver une solution avec la problématique iranienne. Donc on sait qu'en Iran, on peut augmenter assez rapidement d'1,5 million de barils, peut-être en tirant fort 2 millions. On peut peut-être trouver un peu de pétrole en plus en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. On peut peut-être trouver là aussi 2 millions de barils supplémentaires. Et puis on peut trouver également du pétrole de schiste aux États-Unis, parce que tout de même les prix très élevés, c'est tentant. Puis si on donnait des garanties, parce que beaucoup de producteurs ont dit, à la suite de ce qui s'est passé avec la crise du Covid, on ne recommence pas à investir, mais si on leur donne des garanties de prix, on peut imaginer remonter à 1 ou 2 millions de barils. Ouais. Donc si on fait l'addition de tout ça, sur le papier, on doit pouvoir y arriver. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a sur le papier, puis il y a la réalité. C'est-à-dire que sur le papier, on se dit, bah oui, on peut mettre 1,5 million de barils de jour, et puis là, et puis là. Et puis... Mais en fait, à chaque fois, il faut du matériel, il faut des hommes. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que dans le réel que sur le papier. Même chose pour le gaz. C'est-à-dire, on peut imaginer les solutions, mais les mettre en œuvre. Est-ce qu'on va manquer d'ouvriers qualifiés, on va manquer d'ingénieurs pétroliers, on va manquer de beaucoup de choses. Hein. Voilà. Et puis, même si on trouvait une solution, même si le conflit s'apaisait, il faut voir qu'il y a des capacités d'exportation qui ont été abîmées, semble-t-il en tous les cas. Alors à la fois pour l'agricole, mais également pour le pétrole. Et puis il y a des transporteurs qui veulent tout simplement, enfin des armateurs qui veulent tout simplement plus aller chercher du pétrole, parce qu'il y a des considérations également liées aux normes ESG. Donc un certain nombre de grands transporteurs mondiaux disent on ne va plus en Russie. Donc même si les Russes peuvent exporter du pétrole parce qu'il n'y a pas d'embargo, mais encore, qu'est-ce qui va le transporter? Donc on a dans la réalité, dans le monde réel, on a des goulets d'étranglement à tous les niveaux. Donc même si on est arrivé à une résolution du conflit, je ne suis pas sûr qu'on arrive à remettre tout en route rapidement. Donc on est sur des goulets d'étranglement qui font que peut-être qu'on va y arriver, mais en tous les cas, à mon avis, on risque d'avoir des prix des matières premières assez tendus. Et donc un effet inflationniste. Alors il faut bien voir que c'est une inflation par les coûts. Hein. Donc le propre de l'inflation par les coûts, c'est qu'elle est récessionniste, hein, parce qu'on prend du pouvoir d'achat sur les ménages occidentaux et du monde émergent. Parce que quand ils doivent faire le plein, à la fois de leur citerne de gaz et puis de leur voiture, ça leur coûte plus cher. Donc ils ont moins d'argent de reste à vivre pour consommer. Donc c'est récessif, et donc les banques centrales se rendent bien compte que ça ne sert à rien, enfin c'est une inflation à laquelle la hausse des taux n'a aucun impact. Pas parce qu'ils vont monter les taux que ça va faire baisser le prix du pétrole. Voilà. Et puis on a tous ces goulets d'étranglement. Ça complique encore plus la chose, ça, non? Pour les banques centrales. Oui, c'est compliqué pour les banques centrales parce que les salariés risquent de dire, écoutez, le coût de la vie a augmenté de 5, 6, 7, 8%, donc je veux que mon salaire augmente à proportion. Et puis il faut savoir que le marché du travail il est tendu dans le monde entier. Et même en France, on a des vraies tensions sur le marché du travail. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises n'arrivent plus à recruter. Parce qu'il n'y a pas les qualifications. On ne trouve pas le chaudronnier, on ne trouve pas le métallurgiste, on ne trouve pas... Voilà. Il manque, on a des goulets d'étranglement et donc les salaires peuvent monter.
Et donc normalement, la stratégie de la Banque centrale, elle est là justement pour calmer l'activité et pour qu'il n'y ait pas de transmission des hausses de prix sur les salaires qui ensuite font qu'on entre dans une spirale inflationniste. Mais à la fois parce que les États vont être obligés d'investir beaucoup et donc vont avoir une stratégie budgétaire qui risque d'être déficitaire, parce qu'ils vont se dire, bon, il faut remplacer, faut retrouver une indépendance occidentale à la fois vis-à-vis de l'énergie russe et également probablement de l'industrie chinoise, parce qu'il y a quand même une alliance de la Chine avec la Russie. Donc on est probablement rentré dans un cycle d'investissement important, donc de croissance important, et c'est dur pour la politique monétaire de ne pas accompagner ce mouvement-là. Donc oui, c'est très compliqué, je pense qu'il faut être en stand-by à court terme, mais ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Voilà. Ouais, tout ça fait qu'on est tout de même dans un moment, si on investit, d'incertitude, donc il faut être très attentif quand on investit. Au cas par cas, il y a des entreprises qui ne vont pas être trop touchées par les hausses de salaire, par les hausses de matières premières, qui n'ont pas trop d'exposition à la Russie, peut-être pas trop d'exposition à la Chine, parce qu'il peut y avoir un relais de la crise vers la Chine si la Chine tient bon du côté des Russes. Les maîtres du jeu aujourd'hui sont les Chinois, à bien des égards. S'ils disent aux Russes on ne vous suit pas, très compliqué. C'est déjà très compliqué pour la Russie, mais ça va l'être encore plus. Donc voilà, tout ça est à suivre. Au stade où l'on est, on va suivre la crise, mais on reste dans un moment de forte incertitude. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Merci Guillaume. Merci Maxime. Vous l'avez compris, donc le but de cette vidéo, c'est vraiment qu'on pose vos questions à Guillaume Rouvier. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, on en refera d'autres avec grand plaisir avec Guillaume Rouvier. Merci beaucoup et à très bientôt. Bientôt.